Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous accueille dans ce nouvel épisode de Taïwan dans toute sa diversité. Ces dernières semaines, RTI a diffusé une série de décryptages sur le bilan des 2 mandats de la présidente Tsai Ing-wen, qui a passé le relais au président Lai Ching-te lors de son investiture le 20 mai dernier. Je m'étais penchée sur le bilan de Tsai Ing-wen en matière de droits des autochtones à Taïwan et je vous avais promis d'approfondir 2 sujets qui le méritent, tant ils sont intéressants mais aussi complexes. D'une part, la question des terres ancestrales ou territoires traditionnels des autochtones et d'autre part, les lois qui encadrent la pratique de la chasse chez les autochtones. Je traiterai ces 2 sujets aujourd'hui et mercredi prochain en croisant les points de vue très différents de Lee Jiang-parod, qui était jusqu'au 20 mai dernier président de la commission ministérielle des affaires autochtones, et de la jeune militante d'origine Bunong, Savungan Valentinan. Alors que Lee Jiang-parod met plutôt en avant les politiques linguistiques, culturelles et les excuses historiques de Tsai Ing-wen, la première présidente à s'être excusée au nom de l'État pour les nombreuses injustices que les gouvernements successifs ont fait subir aux autochtones, Savungan Valentinan, quant à elle, estime qu'il n'y a pas eu de grandes avancées concrètes pour les autochtones pendant les mandats de Tsai Ing-wen. Parmi les sujets qui avaient suscité un espoir, le processus de justice transitionnelle qui devait notamment permettre d'aborder la question des terres ancestrales. Mais la justice transitionnelle sur les questions liées aux autochtones n'a pas été traitée de la même manière que celle concernant l'époque de la Terreur blanche. J'ai demandé à Savungan Valentinan qu'est-ce que cette commission pour la justice historique et transitionnelle des autochtones avait pu réaliser. La commission a simplement écrit des rapports. En fait, lorsque le DPP a voulu faire passer une loi sur la justice transitionnelle au Parlement, de nombreuses ONG et certains députés ont souhaité que la commission sur la justice transitionnelle concerne à la fois la période de la Terreur blanche et les injustices vis-à-vis des autochtones. Mais le DPP a souhaité que le projet soit adopté très rapidement et a négligé toutes les voix discordantes. Finalement, la loi sur la justice transitionnelle a uniquement concerné la période de la Terreur blanche. Alors, pour consoler les autochtones en quelque sorte, une commission pour la justice transitionnelle et historique des autochtones a été instaurée. Mais ce n'est pas passé par le yuan législatif, c'est une commission qui a été placée directement sous la présidence. Cette commission est donc présidée par Tsai Ing-wen et y siègent des représentants des différentes ethnies. Ça a l'air super, n'est-ce pas? Mais cela n'a pas de fondation juridique. Donc, tous les rapports rédigés par cette commission restent lettres mortes. La commission n'a pas le pouvoir de demander telle ou telle réforme. Quant aux représentants, savez-vous comment ils ont été choisis? Personne ne le sait. Le DPP a trouvé des représentants des groupes ethniques et ils les ont adoubés lors de réunions fermées au grand public. Par exemple, même si je trouve que le représentant des Bunong est quelqu'un de bien, le processus pour le sélectionner n'a été ni équitable ni transparent, comme une boîte noire. C'est pourquoi les membres de la commission ne sont pas forcément représentatifs. Finalement, on dirait plutôt une commission de recherche avec des spécialistes qui écrivent des rapports, sans aucun impact pour faire évoluer la situation. Lee Jiang-parod, ministre des Affaires autochtones, n'a bien sûr pas le même point de vue. La Commission pour la justice transitionnelle et historique n'a pas de fondement juridique, c'est vrai. C'est une commission ad hoc. Mais la Commission sur la justice transitionnelle liée à la Terreur blanche a déjà pris fin. C'est devenu des affaires régulières qui se déclinent au sein du gouvernement. En revanche, Tsai Ing-wen n'a jamais mis fin à la Commission de justice transitionnelle et historique sur les autochtones. Et bien qu'elle n'ait pas de base juridique, elle a donné lieu à de nombreux décrets. Grâce aux excuses de la présidente et à sa détermination à réunir cette commission tous les 3 mois, la plupart des avancées que j'ai citées ont au départ été portées par cette commission. Encore plus important, et ce n'est pas simplement moi qui le dis, mais des experts qui sont venus évaluer la conformité de la loi taïwanaise aux conventions internationales sur les droits humains que nous avons ratifiées, le droit taïwanais concernant les autochtones n'a rien à envier à celui d'autres pays, et dans certains domaines, nous sommes plus progressistes. Par exemple, il y a encore de nombreux pays qui n'ont pas l'équivalent de notre loi sur le développement des langues autochtones. En matière de droit de participation politique au Parlement, contrairement à Taïwan, les autochtones n'ont pas un certain nombre de sièges réservés aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande, ni en Australie.
Après les excuses officielles de Tsai Ing-wen, la présidente avait promis de s'atteler à la question des territoires traditionnels dont certains groupes autochtones revendiquent la gestion. Cette question épineuse n'a toutefois à ce jour pas trouvé de solution, ni en passant par la Commission de justice transitionnelle et historique des Autochtones, ni par l'intermédiaire du yuan législatif. En témoigne le fait que la militante et chanteuse autochtone Panay, à qui ce sujet tenait particulièrement à cœur, a poursuivi sa protestation devant le palais présidentiel, puis après s'être fait expulser au parc du 28 février, pendant 2644 jours, c'est-à-dire qu'elle a poursuivi sa protestation pendant la quasi-totalité des 8 ans qu'ont duré les 2 mandats de Tsai Ing-wen. Panay a publié récemment un livre au sujet de sa lutte et elle a ensuite plié ses bagages pour rejoindre Taidong car elle ne pense pas que la question des terres ancestrales des autochtones pourra finalement être résolue sous le mandat du président Lai Ching-te. Elle poursuivra bien sûr sa lutte, mais sous d'autres formes. Il faut dire que ce problème est très difficile à résoudre. Les territoires revendiqués comme traditionnels ou ancestraux par les autochtones représentent plus de 50% de la superficie de Taïwan. Or, depuis les années 60-70, Taïwan a connu un développement économique très rapide, ce qui a engendré la construction d'usines, de carrières exploitées pour faire du ciment par exemple, et l'agrandissement des villes. Tout cela fait que les terres revendiquées par les autochtones sont aujourd'hui largement parsemées d'usines, de carrières, d'habitations, etc. Et les investisseurs se sentent tout autant légitimes puisque leurs activités ont été autorisées par la loi et que leurs usines sont protégées par le droit à la propriété privée. Trouver un équilibre et faire en sorte que toutes les parties puissent y trouver leur compte est donc un véritable casse-tête. Interrogé sur la question des territoires traditionnels, le ministre Ityang Parot a plutôt mis en avant ce que le gouvernement de Tsai Ing-wen avait fait en ce qui concerne les réserves autochtones, mais ces réserves représentent une zone géographique plus limitée. Il souligne aussi la complexité du sujet des terres ancestrales en raison du droit à la propriété privée et fait remarquer qu'il y a quand même eu certaines avancées. On l'écoute. La plupart des autochtones sont préoccupés par les limitations qui portent sur les réserves autochtones. Mais nous les dédommageons pour compenser l'éventuelle perte de revenus que cela représente. De nombreux autochtones bénéficient de cette politique. Autrefois, pour faire enregistrer ses droits sur un terrain, selon la loi, il fallait attendre 5 ans. Désormais, depuis 2017, cette contrainte a été supprimée. Depuis 2019, les autochtones ont ainsi pu reconnaître leurs droits sur 19 000 hectares. Par ailleurs, à l'époque japonaise, les réserves représentaient 240 000 hectares. Mais grâce aux politiques récentes, le gouvernement a ajouté 28 000 hectares pour les autochtones. C'est une mesure très concrète. Certes, il y a une partie des autochtones et des Taïwanais qui revendiquent les terres ancestrales. C'est un problème d'identification. Mais si tout le monde allait voir la Constitution, il verrait qu'à l'article 5, la propriété privée doit être protégée. Si l'on veut restreindre l'utilisation des terrains privés, cela doit passer par la loi. Dans la loi fondamentale sur les autochtones, la manière de déterminer les terres ancestrales est très claire. Seules les terres des autochtones ou des villages autochtones, qui sont publics, peuvent être définies comme territoire ancestral. Les terres ancestrales des autochtones, qui datent de 300 ou 400 ans et qui appartiennent à l'État aujourd'hui, peuvent entrer dans la définition des territoires ancestraux. Je donne un exemple. La mine d'extraction de l'entreprise Asia Cement se trouve sur un terrain communal et entre dans le cadre de ce qui est défini comme terre ancestrale. Après que les autochtones aient retrouvé leur propriété sur ce terrain, dans un futur proche, cette entreprise devra payer un loyer non pas à la commune, mais aux autochtones. 15 millions de dollars taïwanais chaque année, environ 430 000 euros. Cette entreprise est passée par un mécanisme d'approbation par les autochtones. C'est un très grand progrès et il faudrait que davantage de gens le sachent. Si Ityang Parot met en avant les côtés positifs, Savungan Valintinan met en lumière les défauts de la procédure qui permet aux investisseurs de continuer à utiliser des endroits situés sur les terres ancestrales. La loi prévoit que pour développer économiquement un endroit qui se situe sur un territoire ancestral des autochtones, il faut que ce soit approuvé par les autochtones.
Mais il y a une disposition de cette loi qui limite la manière dont les autochtones doivent se prononcer. Normalement, en démocratie, c'est une personne, une voix. Ça paraît logique, n'est-ce pas? Eh bien là, c'est un ménage, une voix. Bien sûr, il y a des différences intergénérationnelles, des divergences d'opinion. Donc finalement, c'est seulement le plus ancien de la famille qui peut voter. Les autochtones originaires du village concerné et dont le foyer est enregistré en ville pour des raisons professionnelles ne peuvent pas se prononcer. En revanche, si c'est une terre ancestrale Puyuma, mais qu'il y a aussi des Bunun, des Amis enregistrés dans la région, tous ces autochtones peuvent voter, alors que cela ne concerne pas la terre ancestrale de leur ethnie. Tout cela viole la Convention de l'ONU sur les peuples autochtones. En 8 ans, cette disposition n'a pas été modifiée, et ce, malgré les protestations des autochtones qui n'ont jamais cessé. Dans un rapport rédigé par le gouvernement il y a quelques mois, les autorités ont indiqué avoir déjà utilisé cette méthode plus de 100 fois. Et la plupart du temps, les autochtones donnent leur accord pour le développement, ce qui montre que, selon le gouvernement, cette procédure fonctionne bien. Seule une minorité n'est pas d'accord. Mais en réalité, c'est le système qui n'est pas logique. Le fait que beaucoup d'Autochtones ne s'en plaignent pas ne veut pas dire qu'ils approuvent. C'est simplement qu'ils n'ont pas encore été confrontés à ce système. Après avoir mis en lumière les obstacles qui freinent une avancée significative en faveur de la gestion par les autochtones de leurs terres ancestrales, je laisse la parole pour conclure cette émission à Peng Zhengyu, spécialiste en psychanalyse et psychothérapie, qui a été membre de la commission de justice transitionnelle sur la Terreur blanche. Elle nous explique comment elle voit la justice transitionnelle en matière de territoires ancestraux des autochtones. Sur le plan de la justice transitionnelle et historique pour les autochtones, ce qui est crucial pour eux, c'est de comment rétablir leur culture, leur manière de vivre, comment reconstruire leur habitat et l'environnement. Ce qui est très très difficile, c'est que eux ils demandent que le territoire traditionnel soit vraiment rétabli. Mais le problème, c'est que il s'agit de beaucoup d'intérêts pour des Han, des businessmen qui ont déjà investi sur leur territoire, que eux, ils sont considérés appartenant à leur territoire traditionnel. Je pense que ce soit pour Tsai Ing-wen ou pour Lai Ching-te, ce qui est très difficile, c'est de comment demander à des hommes d'affaires de Han qui ont déjà beaucoup investi sur les terrains qui occupent des territoires traditionnels des aborigènes, de céder leur investissement, surtout d'abandonner leur intérêt économique pour cet idéal de rendre justice aux aborigènes. Je pense que les hommes d'affaires, ils ont du mal à suivre le gouvernement sur cette voie-là. Malgré sa promesse d'avancer sur la question des terres ancestrales, Tsai Ing-wen n'y est pas parvenue. Et je pense qu'après toutes les explications mentionnées dans cette émission, vous avez pu comprendre les principales raisons de ce blocage. Les militants autochtones, comme Panay, Samungan et beaucoup d'autres, poursuivent leur lutte pour essayer de résoudre cette question épineuse. La semaine prochaine, nous ferons le point avec Itiang Parod et Sapungan Balintinan sur la question de la chasse, une pratique traditionnelle des autochtones de Taïwan. Je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain.